Salut à tous, nouvel épisode, et cette fois-ci on repart dans les contrées froides puisqu'on se rend en Norvège, théâtre d'une opération relativement méconnue, la bataille de l'eau lourde. La Norvège qui durant la Seconde Guerre mondiale et contrairement à la première ne parvient pas à conserver sa neutralité. Elle est en effet envahie par les Allemands tout comme le Danemark dès avril 1940. Les Allemands leur donnent d'ailleurs une explication toute simple, on vous envahit pas, on vous protège juste des Français et des Anglais. C'est bien connu que les Allemands envahissaient pour protéger les populations. Le Führer lui-même n'aurait su mieux le dire. À la suite de cette annexion, le roi et le gouvernement norvégien choisissent de s'exiler et de continuer la lutte depuis Londres. Bien qu'une résistance locale se mette en place et dure pendant toute la guerre, la Norvège se retrouve alors occupée et dirigée par les forces allemandes, avant qu'un gouvernement collaborationniste ne se mette en place à partir de 1942. L'intérêt des Allemands en occupant le Danemark et la Norvège, c'est de s'approprier leurs ports et obtenir ainsi un contrôle sur toute l'embouchure de la Baltique. Un contrôle indispensable puisque ces ports permettront de sécuriser tout un couloir afin d'acheminer d'énormes quantités de fer en provenance de Suède. Un enjeu absolument vital pour l'effort de guerre allemand puisque ce fer servira évidemment à alimenter l'industrie d'armement. Le fer suédois représentera d'ailleurs 50% de la masse de fer importée par les Allemands durant le conflit. Voilà pour ce rapide topo sur la situation en mer Baltique en ce début de conflit. On en revient au sujet du jour puisqu'il se trouve que la Norvège possède un autre intérêt majeur pour l'Allemagne. Depuis les années 20, de nombreux physiciens et chimistes, notamment des Allemands, réalisent d'importantes recherches scientifiques. Conscients de la portée de leurs travaux et du risque que représente la montée du nazisme au début des années 30, certains de ces chercheurs n'hésitent pas à fuir l'Allemagne. À la fin de l'année 1938, Otto Hahn, un chimiste allemand, découvre le phénomène de fission nucléaire. Très vite, les nazis apprennent la nouvelle et créent un programme de recherche afin de déterminer les possibilités potentielles de la découverte. C'est le projet Uranium. Il s'articule autour de deux branches, l'éventualité de la construction d'un réacteur nucléaire et l'éventualité de la construction d'une bombe atomique. Ce deuxième projet est alors confié à un certain Werner Heisenberg. Du côté des Alliés, le renseignement apprend que les Allemands travaillent avec acharnement sur une arme secrète, et on est plutôt inquiet. Du coup, quitte à être inquiet, on se dit « Eh bah tiens, si on faisait la même chose ?» C'est ainsi qu'en France, on trouve dès 1939 un projet concurrent dans les locaux du Collège de France, où officient notamment les époux Joliot-Curie. Du côté britannique, on trouve là aussi un programme de recherche dirigé par Rudolf Peirce et Otto Frisch qui sont allemands. Et oui, ils font en effet partie des quelques chercheurs allemands ayant fui le nazisme au début des années 30. Aux États-Unis, il y a là aussi plusieurs chercheurs allemands exilés, dont un dénommé Albert Einstein. Inquiet du projet nazi et mis quelque peu sous pression, il écrit au président Roosevelt afin que les Américains lancent eux aussi leur programme, le fameux projet Manhattan, qui débouchera sur les deux bombes atomiques lancées sur le Japon en 1945. Mais revenons à notre petit Werner Heisenberg. Si les Alliés développent leurs programmes respectifs de manière secrète, c'est évidemment le cas aussi chez les Allemands. Et ce que les Alliés ne savent pas, c'est que très vite les Allemands abandonnent l'idée d'une bombe atomique. Heisenberg estimant en effet que cela demanderait des quantités d'uranium presque pures pharaoniques. Les recherches sont donc finalement orientées sur la fabrication d'énergie via des piles atomiques. Seulement, selon Heisenberg, le processus nécessite de l'eau lourde. Or à ce moment-là, il n'existe qu'un seul endroit au monde où l'on en produit, une seule usine, et vous l'aurez deviné, elle se situe en Norvège. L'usine de Vemork, c'est son nom, se situe près du village de Rjukan, au sud du pays et à l'ouest de la capitale Oslo. Construite par la société Norsk Hydro et ouverte en 1911, il s'agit alors d'un simple complexe hydroélectrique. Enfin, simple, à l'époque il s'agit quand même de la centrale la plus puissante au monde. Légèrement modifié, le site commence à produire de l'eau lourde dès 1934. En mars 1940, les Français sont prêts pour une expérience décisive et achètent l'intégralité du stock d'eau lourde de la Norvège, prenant ainsi de vitesse les Allemands qui avaient fait la même demande mais dont les Norvégiens se sont méfiés. Le rapatriement du chargement est toutefois très délicat puisque les services de renseignement allemands sont déjà sur place, l'invasion de la Norvège est imminente, puis celle de la France le mois suivant. Une fois en France, une véritable course contre la montre s'engage puisque l'ennemi approche. Le chargement quitte Paris en direction de Bordeaux le 11 juin, les Allemands entrent dans la capitale 3 jours après. Finalement, le colis sera chargé à bord d'un bateau, puis mis en sécurité en Angleterre. À partir de février 1942, les Alliés sont toujours plus ou moins dans le flou concernant les projets nazis, mais ils obtiennent des renseignements leur affirmant que les Allemands plancheraient a priori sur la construction d'une bombe atomique. Ils sont par ailleurs persuadés que si ce projet est vrai, il va nécessiter de l'eau lourde, et coïncidence, ils apprennent que les Allemands ont continué la production de la centrale de Vemork. Pour les Alliés, c'est tout sauf un hasard, et ils décident donc d'agir en stoppant la production d'eau lourde.
C'est ce qui s'appelle traiter le problème à la source. Conscient des paramètres météo locaux et des nombreux reliefs tout autour du site, le SOE, le Bureau des opérations spéciales britannique, décide de privilégier une attaque au sol. Le 19 octobre, une première opération est lancée et 4 combattants norvégiens sont parachutés sur zone afin de préparer l'arrivée d'un commando britannique, constitué de troupes du génie et censé faire sauter la centrale. Ils sont aidés par radio par un contact local. Privilégiant une approche furtive, le commando britannique est acheminé le 19 novembre via 2 planeurs. Il n'y a pas d'hélice, hélas. Et c'est là qu'est l'os. Car en effet, le premier des 2 planeurs se crache littéralement contre une montagne, tout comme son avion remorqueur. Le deuxième planeur, lui, s'en sort guère mieux puisque le câble de remorquage lâche plus tôt prévu, ce qui nécessite un atterrissage forcé très violent et causant là aussi quelques morts. Dans les 2 équipages, il y a pourtant des survivants, mais manque de bol, dans les 2 cas, les Allemands arrivent sur place et les rescapés sont faits prisonniers. Il ne leur reste cependant pas longtemps, puisqu'ils sont rapidement exécutés. Dans l'immédiat pour un des équipages, quelques jours après pour le second. Les Allemands appliquent en effet l'ordre commando, publié par Hitler le mois précédent, et qui stipule que tout commando capturé derrière les lignes doit être exécuté immédiatement. C'est pas de chance pour l'opération puisque l'intérêt principal du fait qu'il y ait 2 équipages, c'était justement qu'il y en ait un qui puisse accomplir la mission s'il arrivait des bricoles au deuxième. Et au final, les 2 groupes y sont passés, c'est donc un sacré fiasco. D'ailleurs, le SOE n'apprend le sort de l'opération que quelques temps après, en interceptant un communiqué allemand affirmant que 2 planeurs se sont crashés dans le secteur et que leurs équipages ont été abattus. Bien que les 2 planeurs se soient écrasés à plus de 200 km de l'objectif, les Allemands comprennent grâce à une carte trouvée sur un corps que c'est l'usine de Vemork qui est visée, et renforcent quelque peu leur vigilance. De leur côté, les 4 Norvégiens qui avaient préparé l'arrivée du commando britannique se cachent eux dans une cabane et y passent tout l'hiver. Les conditions sont effroyables et la nourriture extrêmement rare. En février 1943, après un entraînement intensif en Écosse, 6 autres parachutistes norvégiens sont largués dans la zone et parviennent à rejoindre leurs 4 camarades. Désormais composé de 10 hommes donc, le groupe commence à planifier l'attaque de l'usine. Ils estiment en effet que le plan initialement prévu doit être modifié. À l'origine, il était prévu de passer par l'entrée principale, un pont suspendu à 80 mètres au-dessus d'une gorge et censé être faiblement gardé. Il s'agit également du seul chemin d'accès au complexe, les arrières étant truffés de champs de mines. Seulement, le commando n'est pas entièrement emballé par cette approche, surtout depuis que l'un d'eux, parti en éclaireur, ait trouvé une autre voie d'accès potentielle, en franchissant la rivière gelée en bas de la gorge, puis en remontant progressivement. Une zone certes très accidentée, mais qui a le mérite d'être discrète, aucune surveillance allemande n'étant établie à cet endroit puisqu'ils ont jugé les collines bien trop escarpées. Finalement, le commando choisit donc cette approche et le 27 février, 9 hommes sur les 10 entament leur séquence d'infiltration à la faveur de la nuit. Une approche rondement menée puisqu'aucun problème n'est à déplorer, le commando est en place et les Allemands ne se doutent de rien. Connaissant parfaitement les lieux grâce à des cartes fournies par la résistance locale et qu'ils ont scrupuleusement étudiées, les agents progressent dans le complexe. L'équipe de démolition parvient à pénétrer dans la zone de production, place ses charges judicieusement et déclenche le minuteur. Alors, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. L'explosion souffle alors les parties vitales de l'usine et les Allemands se mettent en alerte. Mais il est trop tard, au moment de la détonation, le commando est déjà en train de quitter les lieux. Plusieurs centaines de kilos d'eau lourde sont détruits, mission accomplie. Leur but atteint, il s'agit maintenant de disparaître. Ils se séparent en plusieurs petits groupes et se concentrent sur leur nouvel objectif, parcourir plus de 300 km à ski et atteindre la Suède, un pays neutre d'où ils pourront ensuite s'envoler vers la Grande-Bretagne afin de rallier leur unité. Bien que les Allemands aient tenté de les poursuivre, tous sont parvenus à s'enfuir, sauf un volontairement resté caché sur place. L'opération se termine avec succès. Seulement, il y a un hic. En effet, quelques mois plus tard, dès l'été 1943, les Alliés sont informés que la production d'eau lourde dans la centrale a repris. Il semble que les dégâts n'aient pas été suffisamment gros et que les Allemands aient vite effectué les réparations requises. Pour les Alliés, c'est un échec et surtout une énorme menace. Les Britanniques pensent alors renvoyer de nouveau un commando sur place, mais les Américains s'impatientent. Remonter une opération prendrait trop de temps, d'autant que les 2 missions précédentes sont donc au final soldées par un échec.
Pour eux, il faut en finir une bonne fois pour toutes, et c'est pourquoi ils décident d'envoyer des bombardiers détruire le complexe. Non, mais je rase tout, c'est plus simple. Alors effectivement, on pourrait penser qu'il aurait peut-être fallu commencer par là plutôt que d'envoyer des commandos. Et pourtant, au départ, c'était la première solution envisagée. Le problème, c'est que les missions de bombardement sont forcément nocturnes, pour des raisons évidentes. Or de nuit, l'usine de Vemork est quasi indétectable. À l'époque, en 1942, les reliefs montagneux, la météo difficile et la présence de civils avaient fini par convaincre les Britanniques que ce n'était pas une bonne approche. Mais nous ne sommes plus en 1942, mais en 1943, et cette fois-ci, c'est les Américains, ultra sur d'eux, qui envisagent l'idée. Et pour eux, les Anglais sont juste des gros nazes, la mission de bombardement, elle est tout à fait jouable, et ils vont prouver que c'est pas quelques paramètres météo hasardeux qui vont les empêcher de toucher leur cible. Et c'est ainsi que le 16 novembre 1943, malgré les mises en garde britanniques, 140 bombardiers américains se rendent sur place pour y déverser des centaines de bombes. Et c'est un fiasco complet. Ah merde, ça me coupe les jambes ça. Comment ça se fait? Alors non seulement la météo était tellement mauvaise et donc la visibilité qu'ils ont éparpillé leurs bombes un peu partout, mais en plus l'usine de production elle est à peine touchée, en tout cas pas assez pour y faire les dégâts escomptés. On peut pas en dire autant de la zone d'habitation juste à côté qui elle est décimée, causant la mort de 22 civils norvégiens. C'est donc une nouvelle fois un échec puisque la production d'eau lourde n'est toujours pas stoppée. Néanmoins les Allemands prennent peur et le temps nécessaire pour produire de l'eau lourde est conséquent. En février 1944, ils décident donc par précaution de convoyer la totalité du stock déjà accumulé vers l'Allemagne, en se disant que ce sera toujours ça de mis à l'abri. Pas de chance, la résistance locale l'apprend, et donc les Alliés. La cargaison doit en effet démarrer son périple en se rendant au port de Meul, au bord du lac de Thyn, où elle doit être chargée à bord du SF Hydro, un bateau assurant la liaison jusqu'au port de Tynosset, à l'autre bout du lac. L'ordre est alors donné de couler le navire durant la traversée. Problème, c'est un ferry, et il y a donc des civils dessus. Le SOE juge cependant leur sacrifice inévitable, l'eau lourde devant absolument être détruite, ce qui, à terme, devrait sauver bien plus de vies. L'ordre est donc maintenu. Néanmoins, certains complices travaillant à l'usine de Vemork parviennent à gagner du temps afin que le lourd quitte le port le dimanche, et non le vendredi comme initialement prévu, diminuant ainsi le nombre de civils à bord. Des 11 commandos ayant accompli l'opération sur l'usine Vemork en février 1943, un seul, Knut Auklid, était resté sur place, et c'est à lui qu'est confiée la mission. Il parvient à poser une bombe dans la cale du navire et le 20 février 1944, celle-ci explose durant la traversée du lac. Le bateau sombre rapidement dans les eaux glacées, tuant 4 Allemands et 14 civils norvégiens. La mission est néanmoins un succès, tout le stock d'eau lourde des Allemands ayant été coulé, ce qui freine considérablement leur programme d'armement. Oui, couler de l'eau, c'est un concept. Il est à noter qu'au-delà des soucis logistiques rencontrés par les sabotages durant la bataille de l'eau lourde, les Allemands ont pris beaucoup de retard dans leur recherche, ce que les Américains constateront avec surprise lors de leur progression en Allemagne, début 1945. Et cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Déjà, il faut rappeler que les meilleurs cerveaux allemands ont fui le pays avant la guerre. Ensuite, il faut savoir que les nazis ont placé les scientifiques restants dans plein de filières de recherche différentes, filières qui, en plus, ne communiquent pas toujours très bien entre elles. Ils rencontrent également des difficultés à réunir certaines matières en grande quantité, telles que l'uranium. Les avancées scientifiques peinent du coup à se montrer. Ils parviennent néanmoins à mettre au point des piles atomiques sur lesquelles ils semblent porter désormais beaucoup d'attention. Leur progrès dans le domaine de l'aéronautique ou des fusées à longue portée peut également expliquer qu'ils aient revu leurs priorités de recherche. D'ailleurs, pour finir, sachez qu'à la fin de la guerre, dans le cadre de l'opération Paperclip, près de 1500 scientifiques allemands seront exfiltrés par les Américains afin de les aider dans leur lutte contre l'URSS, contre laquelle ils prédisent un conflit total dans les prochaines années. Ils auront une importance majeure durant la guerre froide, notamment dans le cadre de la conquête spatiale. Voilà, c'est la fin de cette histoire sur la bataille de l'eau lourde. C'est une opération assez mineure dans les faits, mais dont les conséquences ont sans doute été très importantes. Il est difficile de mesurer l'ampleur de ces dernières, mais il y a fort à parier qu'en perturbant les programmes de recherche allemands, elles ont contribué à sauver beaucoup de vies. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve au prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien.